Deuxième grand thème d'actualité pour ce sens public, l'engrenage de la violence en Israël et en Palestine. Depuis jeudi dernier, la politique répressive de Netanyahou et les attentats palestiniens se répondent. Peut-on encore éviter une nouvelle intifada? Avant d'en débattre, le point sur l'enchaînement des faits avec Mathias Araez. Israël et la Palestine de nouveau face au risque d'embrasement. Ce vendredi, c'est un Palestinien de 21 ans qui est passé à l'acte devant une synagogue dans l'est de Jérusalem. Une attaque à l'arme à feu faisant 7 victimes mortelles. Il s'agit de l'une des attaques terroristes les plus odieuses que nous ayons connues ces dernières années et d'une augmentation significative du degré de terreur. À Gaza, cette attaque est célébrée. Si elle n'est jusqu'alors pas revendiquée, le Hamas, première force politique palestinienne, parle de vengeance. L'attaque d'aujourd'hui à Jérusalem est une réaction normale au crime de l'occupation contre notre peuple palestinien, dont le dernier en date a eu lieu dans la ville de Jenin, où 10 personnes ont été tuées, dont une femme âgée. Le lendemain, samedi, un jeune Palestinien de 13 ans ouvre le feu non loin de la vieille ville de Jérusalem. L'assaillant fait 2 blessés graves avant d'être neutralisé. Dans la foulée de cette deuxième attaque, le Premier ministre conservateur israélien Benjamin Netanyahou annonce plus de 40 arrestations et exprime sa volonté d'aller plus loin. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quiconque essaye de nous blesser, nous répliquerons. Jusque-là, les autorités israéliennes détruisaient les maisons de Palestiniens coupables de meurtre avec un préavis aux familles et une possibilité de faire appel. Suite aux attaques de ce week-end, la procédure a été accélérée et les maisons des assaillants déjà scellées. Deux grandes questions dans ce débat. Peut-on éviter une nouvelle intifada et la démocratie israélienne est-elle en danger? Je vous présente mes invités. Nitzan Perelman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes doctorante en sociologie politique, ingénieur d'études au CNRS. Sami Cohen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur de recherche émérite au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po et auteur de ce livre Israël, une démocratie fragile, aux éditions Fayard. Amélie Ferret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheuse au Centre d'études de sécurité et coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense de l'Institut français des relations internationales. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Est-ce que vous liez, je vais un peu vous poser la même question, et je vais commencer avec vous, Sami Cohen, est-ce que vous liez les violences de ces derniers jours au retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite? Non, clairement non. Le retour des violences date en fait à peu près du mois de mars 2022, donc bien avant les élections. À cette époque-là, il y a eu une série d'attentats dans des villes israéliennes. Il y a eu un à Tel Aviv, un à Beersheva, un dans El-Had. Et en fait, pour répondre à cette série d'attaques, le gouvernement a bien réalisé que des tas de régions en Cisjordanie avaient été délaissées du point de vue de la sécurité. Et c'était des régions dans lesquelles même l'autorité palestinienne n'avait pas beaucoup de contrôle. Donc en fait, ils sont revenus en force avec des opérations qui consistent à aller arrêter les gens, à aller prévenir des attentats, en fait à focaliser l'attention des groupes armés sur ces opérations et les empêcher de s'organiser et de conduire des opérations terroristes en Israël. Bon, donc ça a mené à des résultats pour l'instant assez contestables, parce que en fait il y a eu pratiquement 150 Palestiniens qui ont été tués dans ces opérations, et on pensait que ces opérations mettraient fin au terrorisme, et voilà, patatras, vendredi soir, il y a un acte de terrorisme très important, dramatique, qui a causé la mort de 7 pauvres juifs qui sortaient de la synagogue. Je reviens vers vous tout à l'heure, mais Nitzan Perelman, si on prend la séquence de ces derniers jours, c'est-à-dire jeudi à ce raid israélien dans le camp de Jenin, la réaction, parfois on est un peu binaire dans notre analyse, donc est-ce qu'il faut justement complexifier l'analyse, la réaction du lendemain, cet attentat contre la synagogue, est-ce que vous le liez? Alors, tout d'abord, je vais rappeler que l'année 2022 était l'année la plus mortière depuis la seconde intifada, c'est-à-dire plus de 200 Palestiniens tués partout en Cisjordanie,
à Jérusalem-Est. Et là, au mois de janvier, plus de 1 Palestinien par jour est tué en Cisjordanie également. On voit qu'à Jenin, il y a une opération qui se termine par 10 Palestiniens qui sont tués. Bien sûr, il y a aussi des enfants qui sont dans le jeu. Et là, on voit un élément qu'il ne faut pas ignorer. Premier attentat commis par un jeune Palestinien de 21 ans. Deuxième attentat par un jeune Palestinien de 13 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on se demande comment un enfant de 13 ans et pourquoi il veut s'attaquer à des juifs. Et là, on comprend qu'il faut tout de suite, bien sûr, on condamne très vite les attaques et c'est très important de les condamner, mais aussi c'est important de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant de 13 ans sort de sa maison avec une arme pour attaquer à des Israéliens? Et là, bien sûr, il faut poser les bonnes questions par rapport à l'occupation qu'Israël mène depuis 1967, mais aussi à la violence extrême qui caractérise ce dernier mois. Mais est-ce qu'on est, alors justement, est-ce qu'on est dans une phase particulière là depuis, et je reviens à la question cette semaine, mais même depuis le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou, c'était fin décembre? Je dirais que oui, parce que là, il y a Ben Gvir aussi au pouvoir avec Netanyahou. Et Ben Gvir, non seulement lui, il parle, il dit il faut qu'on s'attaque de manière très agressive, etc. Mais aussi les soldats qui comprennent qu'au pouvoir, il y a Itamar Ben Gvir. Itamar Ben Gvir a été élu par 20% des soldats. Un soldat sur 5 a voté pour Itamar Ben Gvir. Il est ministre de la Sécurité nationale. Exactement. Et on lui consacrera un chapitre entier dans quelques minutes. On va essayer, parce que je suis sûr qu'il y a une bonne partie du public français qui ne le connaît pas forcément. On va bien détailler son parcours et ce que représente sa présence au sein d'un gouvernement. Amélie Ferret, même question. Comment vous analysez la séquence depuis un mois? Et voilà, on se demande toujours, et d'ailleurs dans les réactions internationales, il y a aussi cette question, qui a intérêt à souffler sur les braises? Je pense que effectivement la question de la chronologie, elle revient à chaque nouvelle flambée de violence, à chaque embrasement. Et pour moi, c'est important de replacer justement le conflit dans une chronologie qui est longue, parce que on voit en fait, il y a eu mai 2021, il y a eu août 2022, il y a eu les attentats que Sami Cohen a rappelé, et il faut vraiment concevoir le conflit israélo-palestinien comme un conflit qui est en cours, qui alterne entre des phases justement plus de haute intensité et de basse intensité, mais qui est en cours. Et donc finalement, on assiste aujourd'hui à effectivement une flambée de violence, mais qui doit être comprise dans le fait que le conflit perdure. Et tant qu'il n'y a pas de solution politique qui est posée pour ce conflit-là, il n'y aura pas de règlement aujourd'hui du conflit. Et par ailleurs, sur la question de la chronologie, il faut aussi, à mon sens, éviter le piège de rentrer dans il y a eu un attentat et donc du coup il y a eu un autre attentat. C'est pour ça que je disais que c'était une analyse un peu binaire, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que c'est une analyse qu'on retrouve très souvent, comme si en fait il y avait comme si le cycle de représailles légitimait la violence, alors qu'en fait chaque épisode de violence devrait être illégitime et illégal, puisque normalement on arrive, quand il y a des différends dans des sociétés, à trouver des solutions pacifiques via la politique et pas par la force militaire. Mais par contre, comme l'a rappelé Nissan très justement, le problème aujourd'hui, c'est que on a un gouvernement qui ne voit que l'option militaire comme la seule option permettant de régler le problème palestinien. Et donc, on a eu Donald Trump qui a essayé en son temps de donner une solution économique en disant, voilà, si on fait le deal of the century et qu'on donne de l'argent aux Palestiniens, on va pouvoir avoir une paix plus ou moins stable. Et ça n'a pas fonctionné. On a eu la paix politique avec Oslo qui aussi n'a pas fonctionné. Et donc, aujourd'hui, ce qui me semble préoccupant, c'est justement cette absence d'espoir. Sami Cohen, est-ce qu'il y a encore des liens, des lieux de discussion, de négociation entre Palestiniens et Israéliens dans le contexte actuel, avec un Benyamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite au pouvoir, et côté palestinien, un pouvoir assez fragilisé, assez éclaté? Non, au niveau des dirigeants, oui. En fait, il n'y a pas... Il y a une coopération sécuritaire, oui.
qui a été arrêté par Mahmoud Abbas à la suite de l'attaque contre un appartement dans lequel se trouvaient des combattants du djihad islamique qui a fait à peu près 7 ou 8 morts en fait d'un seul coup. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de canaux de discussion, même informels ou même secrets. Écoutez, secrètes, je ne sais pas, puisqu'elles sont secrètes par définition, on ne les connaît pas. J'imagine qu'il y a toujours des liens directs entre le Shabak, le service de sécurité israélien, et les services de sécurité palestiniens. Ils sont en contact sur le terrain, ils vivent pratiquement ensemble. Bon, mais au-delà, les contacts politiques qui sont les plus importants quand même, au fond, on ne voit pas grand-chose. Les seuls contacts, il faut le rappeler, les seuls contacts entre Israéliens et Palestiniens, qui sont des contacts au bas de la société israélienne. Ce sont des mouvements de paix, ce sont des organisations notamment les familles endeuillées israéliennes et palestiniennes, mais qui œuvrent ensemble, qui s'activent ensemble pour essayer de faire comprendre que l'autre n'est pas le démon, est quelqu'un avec qui on peut parler, que cette situation est insupportable, pour les deux parties, pour essayer de se parler des problèmes les plus sensibles, les plus difficiles. Les Israéliens veulent parler de la Nakba, ou pourront parler de la Nakba. C'est quoi ? La Nakba, c'est, en fait, en arabe, c'est la catastrophe, ce que les Palestiniens définissent comme, pour les Israéliens, l'indépendance en 1948. Pour Israël, c'est une victoire. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba. Et donc, ces mouvements de paix veulent se parler. Les Palestiniens sont prêts à parler de la Shoah, notamment. Oui. Mais que pèse-t-il dans l'opinion des deux côtés ? Peu. Voilà, on y viendra évidemment. Mathieu ? Vous disiez, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas, d'une certaine façon, surinterpréter la chronologie des événements. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il faut peut-être pas surinterpréter le caractère politique. Alors je prends plein de guillemets pour dire ça, parce que j'ai cru lire, mais peut-être vous allez me corriger, on s'interrogeait aussi de savoir si parmi ces terroristes, parmi ces attentats, c'était pas l'œuvre de loups solitaires ou de gens qui pouvaient avoir des histoires personnelles de vengeance. Je pense à l'auteur de l'attentat de Yakov qui lui avait perdu son grand-père assassiné par un colon 4 ans plus tôt. Est-ce qu'on est passé dans une sorte de vente d'État au-delà évidemment de la question politique qui reste prégnante entre les Palestiniens et les Israéliens ? Pour moi, c'est une excellente question et c'est sûr que le thème de la vengeance, de la vendetta est présent dans le discours politique israélien et est présent aussi dans les représentations du conflit. Le problème, c'est que pourquoi en fait on a interdit la vengeance privée au sein des sociétés, c'est que justement les individus en fait se saisissent eux-mêmes de la question de la justice et donc s'autorisent à utiliser la violence pour mener cette justice là où les États ne sont plus capables de les faire. Et moi, ce qui me semble très inquiétant dans la situation politique aujourd'hui, c'est que des deux côtés, on a un effondrement en fait de l'État, du côté de l'autorité palestinienne qui est complètement en déliquescence avec Mahmoud Abbas qui n'apparaît pas comme capable de protéger les Palestiniens dans leur vie de tous les jours, et de l'autre côté, on a la démocratie israélienne qui elle aussi s'effondre avec la Cour suprême qui était là pour protéger en fait aussi les Palestiniens, notamment en imposant des contraintes à l'armée et en protégeant leurs droits les plus élémentaire, qui est aussi en train de s'effondrer. Et donc, ce qu'on voit, et d'ailleurs, on l'a vu dans les attentats quand il y a des personnes qui utilisent leurs propres armes pour neutraliser les terroristes. Donc, heureusement qu'ils ont neutralisé ces personnes. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait qu'il y a de plus en plus d'armes qui circulent, sur les violences interethniques aussi qu'on a vues lors des précédents conflits entre Palestiniens d'Israël et Israéliens. Et moi, je pense que c'est ça qui est très inquiétant. C'est que si on rentre dans ces logiques de vendetta personnelle, en fait, on ajoute de la violence à la violence et on ne permet pas donc un règlement de ce conflit. Une nouvelle intifada est-elle inévitable ? On va essayer de répondre à cette question et je vous propose d'abord ce sondage publié dans le quotidien israélien Haaretz. La réponse est oui pour 61% des Palestiniens et pour 65% des Juifs israéliens. Nissan Perelman, ce sondage il a été publié avant la séquence dont on parle dans notre débat, c'est-à-dire avant jeudi dernier. Qu'est-ce que vous répondez à cette question sur une éventuelle troisième intifada ? Tout d'abord, moi, je suis beaucoup moins optimiste, malheureusement, que Sami Cohen, parce que
La paix en hébreu, c'est shalom, mais c'est aussi bonjour. Et je sais que dans la société israélienne, on utilise maintenant le mot shalom uniquement pour dire bonjour. Et on ne parle plus de la paix. Donc, on parle il y a un mouvement anti-occupation, mais est-ce que le mouvement de la paix existe? Malheureusement, on le voit très rarement. Donc, je pense qu'il y a quand même, surtout après mai 2021 et donc après ces élections, où il y a un désespoir et bien sûr depuis l'échec des accords d'Oslo, puis deuxième intifada, puis les 2 opérations très violentes à Gaza en 2008 et 2014, on voit vraiment un déclin de l'espoir et on se demande plus est-ce qu'il y a une solution, mais comment on fait perdurer la situation qui est assez calme, mais qui ne parvient à aucune vraie solution de la situation. Parce que quand on parle d'intifada, c'est quoi? C'est un mouvement populaire, profond de soulèvement des Palestiniens, notamment des jeunes. Donc ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Là encore, j'essaye de ne pas être trop simpliste, mais on a 2 auteurs d'attentats qui sont particulièrement jeunes. Est-ce que c'est un élément supplémentaire pour dire qu'une intifada est malheureusement possible? Malheureusement, oui, parce que voilà, on voit le jeune qui a 21 ans, donc si on calcule très vite, on voit que c'était pendant la deuxième intifada qu'il a été né, puis un autre jeune de 13 ans, alors il est né en 2010 aussi, une période très violente. Et donc, les jeunes Palestiniens aujourd'hui sont complètement... c'est pire que les Israéliens parce qu'ils sont vraiment dans le désespoir et face à la violence à la fois de l'État israélien, mais aussi des colons qui sont de plus en plus présentes en Cisjordanie. Oui, Sami Cohen, vous vouliez intervenir parce que c'est presque impossible de répondre à la question que je pose, c'est ça? C'est trop imprévisible. Lorsqu'on pose la question de l'intifada, il faut se rappeler qu'il y en a eu 2. Oui. Toutes les 2 ont éclaté de manière imprévisible. C'est ça. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire qu'elle va éclater ou qu'elle ne va pas éclater. On ne sait pas. Lorsque Ben Gvir est allé sur le mont du Temple pour faire sa provocation, ça c'était le 3 janvier. C'était il y a à peu près... le 3 janvier de mémoire. Oui, il y a 8 jours à peu près. Tout le monde a dit voilà, ça va provoquer une flambée de violence chez les Palestiniens. Ça n'a rien provoqué du tout, bizarrement. Bon, voilà, la première intifada a été provoquée à la suite d'un accident de camion, donc de manière tout à fait imprévisible. La deuxième intifada à la suite de la visite de Sharon sur le mont du Temple. La troisième intifada, tout le monde en parle, mais ça peut ne pas arriver, on n'en sait rien, il faut dire. Alors la visite, je pense qu'on fait allusion à la même. Moi, je vais vous proposer un extrait donc de ce déplacement du nouveau ministre israélien de la sécurité intérieure dont on parlait tout à l'heure, Itamar Ben Gvir, qui... alors ce qu'on va vous montrer, c'est le 3 janvier. Donc il vient, le gouvernement Netanyahou, c'est 29 décembre. Donc c'est quasiment un de ses premiers gestes officiels. Et il va effectivement sur le mont du Temple, qu'on appelle aussi l'esplanade des mosquées. Regardez ce qu'il dit. Le gouvernement israélien ne se soumettra pas à une organisation d'assassins, à une organisation terroriste méprisable. Le mont du Temple est le lieu le plus important pour le peuple d'Israël. Le mont du Temple est ouvert à tous. Musulmans et chrétiens viennent ici. Et oui, les juifs aussi. Dans un gouvernement dont je suis membre, il n'y aura pas de racisme ni de discrimination. Et les juifs iront sur le mont du Temple. Nous clarifions cela pour le Hamas. Nous ne nous inclinons pas. Amélie Ferré, ça veut dire quoi précisément, cette déclaration? Alors il y a le côté provocateur, la référence à Sharon, on a bien compris tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, il y a cette question du statut en fait de l'esplanade des mosquées, parce que pour les Palestiniens, donc c'est un territoire qui est géré par la Jordanie, en fait, donc qui n'est pas sous contrôle d'Israël. Et pour les Palestiniens, c'est vraiment un symbole à la fois de l'identité palestinienne. Enfin, il faut savoir que le tombeau donc de Yasser Arafat est orienté vers la mosquée. Et par ailleurs, c'est aussi un des symboles qui permet d'unifier le monde arabe et notamment le monde musulman à la cause palestinienne. Et de l'autre côté, pour les Juifs, c'est donc le lieu le plus sacré puisque donc il y a la fondation du temple et il y a chez une frange de la partie religieuse donc orthodoxe des Juifs qui habitent à Jérusalem la volonté de reconstruire en fait le temple et donc ce qui impliquerait de détruire la mosquée. Et donc il y a une forme de peur en fait des deux côtés, à la fois du côté israélien donc justement de défendre le mur des lamentations et de défendre l'accès et la souveraineté en fait d'Israël sur Jérusalem qui est la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël et qui est évidemment cruciale dans l'identité israélienne. Mais il y a également cette peur chez les Palestiniens de perdre
ce symbole. Et donc, vraiment, c'est un lieu qui, géographiquement, et qui incarne cette tension identitaire qui existe entre les deux peuples. C'est qui Ben Gvir ? Il faut rappeler son parcours politique parce que, encore une fois, tout le monde ne le connaît pas ici. C'est très important. Alors, tout d'abord, je vais dire qu'il est monté sur l'esplanade des mosquées sans l'autorisation de Netanyahou. Il a parlé avec lui. Netanyahou a dit « Attendez un tout petit peu ». Et il a pas fait. Et c'était à 7h du matin, donc c'était pas en plein milieu de la journée. Mais Ben Gvir, je vais vous dire comment la société israélienne le voit la première fois. En 95, on voit le jeune Ben Gvir avec l'emblème de la voiture de Rabin. De Yitzhak Rabin. Et on dit, on a touché sa voiture, on est arrivé à sa voiture, on va arriver à la personne. On va arriver à Rabin. Et Yitzhak Rabin qui sera assassiné quelques jours plus tard. Alors ça, c'est la première fois qu'on voit Ben Gvir, c'est passé vraiment dans les infos en Israël. Ben Gvir, à 17 ans, il faisait partie d'un mouvement très très radical qui s'appelle Kach de Meir Kahana et l'armée. Vous savez que le service militaire est obligatoire en Israël. L'armée n'a pas accepté Ben Gvir n'a pas autorisé son service militaire de peur qu'il soit trop radical dans l'armée. Donc, je crois que ce mouvement, de mémoire, a été classé organisation terroriste par l'État d'Israël lui-même à l'époque. Exactement. En 2007, Ben Gvir lui-même est condamné de soutien d'une organisation terroriste. Donc, vous voyez très bien son parcours. Si en 2013, quand Bennett arrive au Parlement, on dit « Ah, mais Naftali Bennett, il est très radical. » Et en 2021, il est Premier ministre qui est considéré modéré. Regardez ce qui se passe maintenant avec Ben Gvir. Ben Gvir, en 1995, il faisait partie des personnes qui disaient qu'il fallait tuer Yitzhak Rabin. Il avait dans son salon le portrait de Baruch Goldstein. C'était un terroriste juif qui a tué presque 30 musulmans dans un mosquée en 1994. Et voilà, aujourd'hui, il est le ministre de la Sécurité nationale. Oui. Sami Cohen, qu'est-ce que ça dit de la société israélienne aujourd'hui, la présence de Ben Gvir au gouvernement et à ce poste ? Je dirais que rien de bon. Rien de bon parce qu'au fond, qu'est-ce qui a permis à Ben Gvir d'être député d'abord ? C'est Netanyahou qui lui a permis. Netanyahou qui voulait un soutien des partis de droite, qui savait très bien qu'il ne passerait pas sans le soutien des électeurs de la droite. Et donc, il a encouragé Smotrich, le chef du parti sioniste religieux, et Ben Gvir de s'allier pour récupérer les voix de Ben Gvir afin qu'elles ne soient pas perdues. Là, il a levé un tabou, parce qu'il y avait un tabou dans les années 80, en 1984, il me semble, ou 86, 84. La Knesset avait voté l'interdiction du parti de Rabin Meir Kahana de siéger à la Knesset. Donc ce parti était interdit. Benjamin Netanyahou a levé le tabou, a permis aux kahanistes de revenir à la Knesset. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il faut pas oublier, il y a eu l'échec quand même de ce court période où il y a eu un ministre, un cabinet, un gouvernement mené par des gens relativement modérés, mais dans lequel il y avait Naftali Bennett, qui est lui aussi un sioniste religieux, et qui n'a pas réussi à sauvegarder cette coalition. Ces électeurs sont allés renforcer le parti sioniste religieux. Donc on a en fait toute une série, une succession de facteurs, pas un seul, qui a permis à Ben Gvir et à Smotrich de représenter, en fait, d'être 14 députés dans une majorité qui compte 62 députés. C'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup, effectivement. Alors, j'entends ce que vous nous dites, c'est passionnant. Il y a une partie on va dire, de stratégie politique de Benjamin Netanyahou, de cynisme politique, on peut employer ce terme-là. Mais il y a aussi la société, enfin la droitisation de la société israélienne. C'est aussi ce que ça veut nous dire, quoi. Bien sûr. Il y a deux éléments. Effectivement, il y a aussi les intérêts objectifs, en fait, qu'a Netanyahou à faire alliance avec la liste sionisme religieux, puisque cette réforme judiciaire qui est portée par ses ministres va en fait lever certains des obstacles que Netanyahou rencontrait, puisqu'il est mis en affaire quand même dans 3 affaires de corruption, enfin
mis en examen, pardon. Et l'autre point, c'est aussi la responsabilité du Likoud dans justement cette droitisation de la société, parce que vous avez depuis des années un discours qui est extrêmement raciste, qui s'est banalisé en fait contre les Palestiniens. Et je trouve que le point sur les électeurs qui effectivement ont voté Bennett, qui est quelqu'un qui était pour la colonisation, mais qui aussi venait de la high-tech et qui était quand même assez vu comme partisan d'un libéralisme économique au moins, ces personnes-là, ils se sont reportés vers Ben Gvir parce que Ben Gvir apparaît comme la personne qui va vraiment défendre l'intérêt des colons à l'intérieur d'Israël, et ça passe par la destruction en fait de l'État de droit et de la démocratie. Et aujourd'hui, si vous regardez en fait l'État d'Israël au niveau démographique, évidemment, cette jeunesse qui est religieuse, cette jeunesse des colonies, eh ben, elle est beaucoup plus attirée par un discours de Ben Gvir qui est beaucoup plus volontariste, qui est beaucoup plus populiste aussi, donc qui présente des solutions de manière extrêmement caricaturale à un conflit qui est très compliqué, comme on le sait. Et la gauche, en face, elle est moins importante au niveau démographique, et aussi, elle a un discours qui est beaucoup moins audible parce que beaucoup plus complexe. Donc c'est la question que j'allais vous proposer, parce que moi je suis d'une génération où on a connu des premiers ministres travaillistes, des voix qui comptaient. Ils sont où aujourd'hui les travaillistes? Est-ce qu'ils ont aussi une part de responsabilité? Je vais vous citer ce qu'a dit la chef du Parti travailliste, Merav Michaeli, après les attentats. On dirait vraiment un tweet, parce qu'elle a tweeté ça de toute personne de la droite. Elle a dit « Il faut combattre contre ce terror de manière très agressive et de manière très forte », elle dit avec une main ferme. Donc c'est ça qu'elle dit tout de suite après. Et après, il y a un parlementaire de Meretz qui lui dit « Mais écoutez, très bien, mais est-ce que vous pouvez aussi parler de pourquoi ce terror et parler aussi de l'occupation ?» C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant longtemps aussi, le Parti travailliste a changé le nom pour apparaître un peu plus attirant. Ça s'appelait le camp sioniste. Mais le Parti travailliste, avec cette idéologie de la gauche, n'existe vraiment plus. On peut l'assimiler très bien avec Yesh Atid et Kahol Lavan, tous les partis du centre. Voilà. Et si je peux juste ajouter un point sur ça, je trouve que de renommer donc Avoda pour le camp sioniste, c'est très intéressant, parce que le problème, c'est que la gauche s'est fait enfermer en fait dans l'alternative qui a été posée par Netanyahou, c'est-à-dire soit vous êtes pro-sionisme, pro-Likoud, donc sa version du sionisme, soit vous êtes contre, et donc vous êtes contre l'État d'Israël, et donc vous êtes un traître. Et en fait, la gauche, elle s'est laissée enfermer dans ça. Donc maintenant, il y a cette sorte de culpabilité qu'a la gauche, qui doit toujours montrer de patte blanche vis-à-vis du sionisme, et qui se fait régulièrement justement taxer de traîtrise par les députés de droite. Et du coup, vous avez un effondrement total, parce que la gauche n'a pas un discours contre l'occupation en réalité. Alors je reviens sur la question de la droitisation de la société, et peut-être le poids des juifs orthodoxes, Sami Cohen, parce que c'est aussi un poids économique. Il y a des lignes de bus, il y a une compagnie aérienne. Enfin, il faut peut-être aussi un peu détailler ça, ce que pèse même économiquement ce courant courant politique, courant religieux en Israël. Les ultra-orthodoxes aujourd'hui représentent à peu près 12% de l'électorat israélien. Oui. Lorsque l'État d'Israël a été créé, ils ne représentaient que 4%. Donc on voit bien, compte tenu de leur taux de natalité, la progression démographique. Le Bureau central des statistiques israélien a calculé qu'en 2060, si la courbe démographique continuait à l'identique, les ultra-orthodoxes en 2060 représenteraient à peu près 30% de la population israélienne. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire et défaire les gouvernements comme ils l'entendent. Bon, ce qu'ils représentent, c'est un poids extrêmement important concernant toutes les lois qui touchent à la famille, le mariage, le divorce, l'identité juive, la cacheroute, l'alimentation dans les cantines publiques. Et là, ils ont à chaque fois qu'ils le peuvent, ils essaient de monnayer leur soutien politique en échange d'un soutien financier pour que leur école religieuse soit financée. En fait, elles sont financées par qui ?
par le public qui n'est pas religieux. Ouais. Oui, mais avec aussi des menaces de boycott sur certaines marques, si elles ne jouent pas forcément le jeu. Parce que quand on pèse 12% de l'opinion, on a un poids économique, j'y reviens. Oui, il y a un poids économique, mais le poids politique est beaucoup plus important. Je vous donne un exemple. Au moment où Rabin était Premier ministre dans les années 70, ils avaient fait chuter le gouvernement Rabin parce que Rabin avait autorisé que les avions achetés, les avions de chasse achetés aux États-Unis, puissent atterrir en Israël un Shabbat. Et là, ils ont dit, s'ils atterrissent un Shabbat, nous démissionnons. Ils ont démissionné du gouvernement et le gouvernement Rabin est tombé à cause de ça. Donc, leur poids politique est vraiment décisif. Ils peuvent faire et défaire certains gouvernements. Et là, je dirais, personnellement, je suis franchement assez pessimiste compte tenu de l'accroissement du poids démographique des religieux. Les religieux orthodoxes, c'est 12%. Les religieux sionistes religieux, qui représentent des nationalistes. Certains sont très proches des ultra-orthodoxes, certains sont plus éloignés, mais c'est des ultranationalistes quand même. L'ensemble, ils forment, pour l'instant, un quart de la population israélienne. Bon, franchement, compte tenu de la courbe démographique, je ne suis pas très optimiste. Est-ce qu'on ouvre un peu, on en parle déjà dans ce débat, mais on va se centrer un peu plus sur la question de la fragilité de la démocratie israélienne ou de la dérive de la démocratie israélienne. Nissan Perelman, est-ce que ça fait peur économiquement, je reste sur cet angle-là, à des investisseurs ou à des entreprises qui étaient déjà installées? On parlait, Israël, c'est un pays en termes de tech qui est souvent très avancé dans beaucoup de domaines. Ça ne matche pas tout à fait bien avec les juifs orthodoxes, ce que je suis en train de dire. Mais c'est un point très important parce qu'il y a quelques jours, une grande entreprise d'high-tech israélienne qui s'appelle Papaya a décidé de retirer ses fonds d'Israël parce qu'il y a la réforme judiciaire, peut-être on aura l'opportunité d'en parler, et du coup de l'affaiblissement de la démocratie israélienne. Et ça, pour moi, c'est un point majeur. Parce que, on voit les manifestations qui sont aussi très intéressantes, mais il y avait aussi des manifestations des employés de high-tech et on voit aussi des investisseurs qui commencent à avoir de plus en plus peur et de s'inquiéter par rapport à la situation politique en Israël. Et ça, je pense que ça va servir comme tournant dans cette réforme judiciaire qui est Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme judiciaire? Pourquoi est-elle critiquée ou critiquable? Cette réforme judiciaire est planifiée par notamment un parlementaire du Likoud, Yariv Levin, depuis 20 ans. Et là, c'est le moment où le gouvernement est très à droite et très fort parce qu'il y a une coalition de 64 parlementaires. Il veut faire passer une réforme et entre les éléments, il y a par exemple la modification très radicale du comité qui nomme les juges de manière qui est vraiment tout le temps une majorité pour le gouvernement, pour que le gouvernement puisse nommer très facilement des juges. Donc ça veut dire moins d'indépendance judiciaire, si je comprends bien. Exactement, mais ça. Plus important, c'est qu'en Israël, et ça on oublie de mentionner à chaque fois, il n'y a aucun mécanisme qui permet la séparation de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir exécutif qui a une coalition, une majorité dans le Parlement, du coup le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire a un seul pouvoir par rapport au gouvernement, et c'est le fait qu'en 92, il y a la loi fondamentale. En Israël, il n'y a pas de constitution. Il y a une loi fondamentale qui est, à vrai dire, une loi simple, mais une loi fondamentale sur la dignité de l'homme qui permet jusqu'à maintenant la Cour suprême d'annuler des lois qui sont contre les droits de l'homme. Je rappelle qu'il y a juste 20 lois qui ont été annulées depuis 92, et ce qu'ils veulent faire dans cette réforme, c'est tout simplement annuler cette possibilité. D'accord, donc là on est en train d'identifier un risque pour la démocratie israélienne qui est très clair. Amélie Ferret, vous parliez tout à l'heure en réponse à une question de Mathieu sur le risque finalement dans les deux camps, que chacun cherche à
la vendetta, à se faire justice par soi-même. Mais ça va, même dans vous parlez du port d'armes, dans l'organisation, dans certains quartiers. Est-ce qu'il y a certaines zones en Israël où finalement on se fait justice soi-même, quoi? Dans les colonies, par exemple. Ouais. Puisque, en fait, le problème, c'est que toutes les colonies qui sont donc situées en Cisjordanie, en fait, Israël n'a pas juridiquement souveraineté sur ces territoires-là. Donc, en fait, les Palestiniens qui vivent à proximité des colonies, eux, sont soumis à l'armée israélienne qui a de fait un régime d'occupation avec une justice militaire qui s'applique. Et par contre, les colons, eux, ne peuvent pas être traduits en justice devant des cours israéliennes puisque ces territoires ne font pas partie d'Israël. Donc, ce sont des milices qui font la police. Du coup, voilà, ça crée une forme de milicisation, enfin, de ces territoires-là, avec des personnes qui sont prêtes effectivement à se faire justice elles-mêmes et qui, de toutes les manières, ont des armes à disposition. Et justement, enfin, je reviens sur la réforme judiciaire et sur ce que vous avez dit sur la tech. En fait, à l'intérieur de la société israélienne, je le mentionne parce que c'est quand même intéressant. Il y a une série télé qui est sortie, qui a eu pas mal de bruit, qui faisait l'hypothèse en fait d'une scission à l'intérieur d'Israël entre un pays qui est un pays religieux et un pays laïque. Ça s'appelle autonomie. Donc avec une autonomie sur Tel Aviv qui serait la bulle des laïcs et le reste des personnes religieuses. Et c'est vraiment ça en fait aujourd'hui le problème, c'est qu'on a une forme d'archipélisation. Vous avez donc à l'intérieur d'Israël 20% de Palestiniens d'Israël, donc des personnes qui sont des Palestiniens qui sont restés en Israël. Vous avez possiblement, donc, enfin aujourd'hui 12%, mais peut-être plus de religieux, et vous avez les laïcs. Et en fait, ce sont des communautés qui sont très antagonistes. Et donc le problème, c'est comment vous faites quand vous êtes un État qui repose sur la notion quand même de bien public et d'égalité devant la loi pour tenir face à ces différents mouvements contradictoires. Alors là, on est en train d'identifier, Samy Cohen, des faiblesses de la démocratie israélienne. Vous y avez consacré votre livre, c'est même le titre, Une démocratie fragile, chez Fayard. Elle résiste. Il y a aussi des points de solidité. Est-ce que vous diriez ça ? Écoutez, ou est-ce que de moins en moins ? Pour l'instant, elle résiste, mais on est à un chouïa d'un basculement. Ouais. Si la droite réussit à faire passer la clause de contournement de la Cour suprême, compte tenu du fait que la Cour suprême est le seul contre-pouvoir institutionnel en Israël, contrairement à ce qui peut se passer aux États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne, ben c'est fini. Je veux dire, en fait, la Knesset peut voter toutes les lois qu'elle veut sans frein. Sans aucune obligation de respecter le droit des minorités. Les cours suprêmes, c'est fait pour faire respecter les droits fondamentaux des gens. S'il n'y a plus ça, qu'est-ce qui reste ? Bon, oui, c'est une grande faiblesse. L'autre grande faiblesse est le fait que les lois fondamentales, ça a été évoqué par Nissan, les lois fondamentales peuvent être modifiées comme ça, en espace de quelques semaines, à une majorité simple, ce qui est quelque chose de totalement impensable en France. Oui, mais ça, c'est le cas depuis le début de l'État d'Israël, ça n'a pas changé. Oui, mais ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que depuis le début, il y a des faiblesses dans la démocratie israélienne. Elle tenait à l'absence de constitution, à la faiblesse des lois fondamentales, au fait qu'il n'y a pas de séparation entre religion et État en Israël, c'est quelque chose de très important. Le fait qu'il n'y a pas de loi fondamentale sur l'égalité. L'égalité, ça n'existe pas comme loi fondamentale. C'est vraiment absolument insensé. En juillet 2018, la droite a fait passer la loi d'État-nation du peuple juif, qui est une des lois fondamentales les plus importantes. Pas une fois le mot démocratie n'est mentionné, pas une fois le mot l'égalité est mentionné. C'est une loi stigmatisante et il faut dire assez humiliante pour les minorités, pour la minorité arabe, pour la minorité druze, surtout les druzes qui, eux, se sentent très intégrés dans la société israélienne. Mathieu, un mot et ensuite... C'est drôle, parce que, c'est drôle, ça n'a rien de drôle, mais le contournement de la Cour suprême ou la remise en cause du pouvoir judiciaire, c'est précisément des éléments qu'on retrouve
dans le spectre des démocraties illibérales en Europe. Quand on parle de démocratie illibérale en Europe, en pointant la Hongrie ici, la Pologne parfois, c'est précisément ce type d'attaque ou de contournement institutionnel qu'on met en cause. Et est-ce que ça vous voulez intervenir? Je poserai ma dernière question. Alors, je voulais dire aussi démocratie fragile depuis la fondation de l'État, parce qu'on oublie très vite que pendant les 20 premières années de l'État, les Palestiniens, donc des centaines de milliers de personnes, étaient placés sous un régime militaire pendant les premières 20 ans. Et puis, et c'est uniquement les Palestiniens, et ça, on ne mentionne pas assez. Et depuis 67, il y a l'occupation. Alors ça aussi, ça fragilise énormément la démocratie israélienne. Et ce qu'on dit aujourd'hui, par exemple, là, il y a des manifestations contre la réforme judiciaire, et c'est très intéressant d'observer ce qui se passe, parce que il y a le grand public, c'est-à-dire ceux qui sont contre Netanyahou, contre la réforme de manière spécifique, et disent il y a un vrai risque pour la démocratie. Et il y a ce que s'appelle, ça vient tout juste d'être fondé, ça s'appelle le Bloc contre l'occupation, qui dit, écoutez, avant de parler des risques et avant de parler de la démocratie qui est en risque, il faut tout d'abord parler de l'occupation et ce qui a précédé à cette réforme judiciaire, parce que cette réforme judiciaire, je ne peux pas la considérer comme surprenante. Oui. Elle ne sort pas de nulle part. Et d'ailleurs, la juge Béniche, qui était donc la présidente de la Cour suprême, avait dit le problème en Israël, c'est que l'occupation fonctionne comme un trou noir qui aspire en fait la démocratie israélienne, et que donc c'est très difficile d'être dans un système où vous avez sur une partie du territoire des lois démocratiques et sur l'autre non. Et ça pose aussi la question des alliés d'Israël. C'était l'un des éléments d'actualité de cette journée, de ce lundi, la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Voici les mots qu'il a prononcés à son arrivée en Israël. Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les exacerber, pour œuvrer à l'avènement d'un jour où les citoyens n'auront plus peur dans leur communauté, leur foyer, leur lieu de culte. C'est la seule façon d'arrêter l'escalade de la violence qui a pris trop de vies, trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Sami Cohen, dans l'histoire, on sait que les présidents américains ont souvent joué un grand rôle pour tenter d'obtenir une paix, le plus souvent malheureusement fragile, entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que c'est un constat total d'impuissance qu'on fait aujourd'hui ? Vous dites qu'ils ont tenté de jouer un grand rôle. Heureusement, vous avez utilisé le mot « tenter », parce qu'effectivement, c'est un échec total du début à la fin. À l'époque, Bill Clinton avait fait tout son possible, avait mis tout son poids de la balance pour rapprocher Israéliens et Palestiniens. Il y avait presque réussi, ça n'a pas marché. Mais ensuite, les autres présidents, franchement, n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Obama, il faut dire, n'a rien fait. Il n'a pas voulu prendre de risques en se disant, tant que les partis en présence ne veulent pas s'entendre, moi je ne vais pas risquer l'impopularité dans mon pays. Bon, est venu ensuite Trump, dont on sait les dégâts qu'il a causés en reconnaissant Israël comme capitale du peuple, en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, en reconnaissant la juridiction israélienne sur le Golan. Bon, il n'a fait qu'envenimer les choses. Je crois que Biden est un peu sur cette ligne. Il a un discours très... Je suis pour les deux États, il n'y a que ça, etc. Mais en fait, il ne fait rien. Il ne fait rien parce que je pense que tant que les deux parties ne veulent pas s'entendre, il n'a que des coups à prendre des deux côtés. Effectivement. Et peut-être ne fait-il rien parce qu'il a vu que ses prédécesseurs n'y ont pas réussi non plus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Sami Cohen, je rappelle le titre de votre livre, Israël, une démocratie fragile, livre qui est donc publié aux éditions Fayard. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Et puis notez le rendez-vous dans la matinale. Et vous voyez son visage apparaître, le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel sera l'invité d'Oriane Mancini à 8h demain matin. Belle soirée à toutes et à tous.